Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur engagement. Dans cet épisode de Décharge, j'ai discuté avec Ruth. Face aux injustices, elle a décidé de faire de la parole une arme, en s'orientant vers le journalisme, mais pas que. En 2017, elle a cofondé la 4e Vague, club de lecture et de discussion féministe. Ce moment de partage mensuel permet de redonner une place au vécu aussi intime que politique, d'y apposer des mots et d'échanger. Engagée, c'est sûr que Ruth l'est. Mais comment faire quand le militantisme est partout ? Pendant cette conversation, on parle de privilèges, d'intégrer la matrice pour forcer le changement et de désobéissance civile. Bonne écoute! Merci d'être ici, Ruth. Je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Mes plaisirs partagés. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Et comment est-ce que tu te présenterais ? Je m'appelle Ruth, j'ai 25 ans et je suis actuellement en fin de bachelor à l'Université de Neuchâtel en pilier sociologie et sciences de l'information et de la communication. Ok. À côté de ça, tu as lancé depuis 2 ans maintenant, bientôt 3 ans, la 4e Vague, qui est un club de lecture et discussion autour du féminisme. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Bien sûr, c'est un projet en fait qui est né il y a 3 ans. J'ai assisté aux assises féministes à l'université de Genève et à la fin, il y avait en fait une meuf qui se promenait avec une espèce de feuille et pour prendre des adresses et tout, qui demandait si des gens seraient intéressés pour avoir un club en fait de lecture féministe. Et du coup, je lui ai dit, si tu aimerais vraiment lancer ton club de lecture, moi je serais chaude à t'épauler et en tout cas à t'aider à monter ça, parce que ça faisait déjà un bon moment que je militais en fait sur les réseaux sociaux et je voyais que ça suscitait énormément en fait de discussions et ça faisait un petit moment que je réfléchissais un peu à qu'est-ce que je pourrais mettre en place et tout pour pouvoir mener mon militantisme plus loin que les réseaux sociaux. Et du coup, quand elle a parlé justement de ce club de lecture et tout, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être un bon moyen en fait de vraiment amener ça plus ces discussions féministes de vive voix, en sachant en plus que ça l'arrangeait bien aussi qu'il y ait une autre personne qui puisse organiser ça avec elle, parce que elle est maman de 2 enfants en bas âge. Du coup, c'était un peu galère. En plus, à ce moment-là, elle était aussi à l'université, donc ça faisait quand même beaucoup. Puis c'est une sacrée charge aussi de coordonner un événement comme ça, de le mettre sur pied, de trouver une salle, le publiciser sur les réseaux. Enfin, il y a tout un travail en amont à faire que, effectivement, le faire seul, c'est assez galère. Puis en avril 2017, on a lancé la première discussion. Je me rappelle, la toute première discussion, le titre, c'était l'importance... pourquoi être féministe aujourd'hui ? Et on savait pas du tout s'il y avait des gens qui allaient venir, quoi que ce soit. On était un peu là, bon, pire, si on est que les deux, on est que les deux, voilà, on a tenté, tu vois. Et la première fois, il y a quand même 12 personnes qui sont venues, donc c'était hyper intéressant. Ça a suscité quand même de l'intérêt. Le mois d'après, on a décidé de retenter l'expérience et il y avait plus d'une 70aine de personnes qui sont venues. Le titre de cette discussion, c'était l'importance de l'intersectionnalité. Et là, vraiment, il y a eu énormément de gens qui sont venus. C'était incroyable. On a eu énormément de retours en fait de gens. On faisait les événements qui nous remerciaient d'avoir créé cet espace à Lausanne parce que ça leur faisait énormément de bien de pouvoir se réunir et pouvoir parler de certaines thématiques qui les touchent profondément ou rien que d'apprendre en fait, parce que le fonctionnement en fait de cette discussion, les gens participent s'ils veulent ou c'est vraiment comme ils le souhaitent et il y a vraiment aucune obligation. Et s'il y a des gens qui veulent juste venir pour écouter, ils peuvent venir que pour écouter, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Nous, on a créé cet espace-là dans le but, justement, de pouvoir propager aussi, justement, le savoir féministe, parce qu'on se rendait compte que, étant donné que Georgia et moi, Georgia, c'est celle avec qui j'ai fondé la 4e Vague, on est les deux, justement, à l'université. En fait, c'est un milieu qui est encore très élitiste et que quand on discutait avec certaines personnes qui n'étaient pas dans ces milieux-là, pour beaucoup, en fait, ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez légitimes de pouvoir s'intéresser à ces causes-là parce que ils pouvaient pas ils n'avaient pas accès à ces connaissances. Et on s'était dit, mais en fait, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir justement avoir un espace qui soit ouvert à tous et à toutes, peu importe ton background, peu importe ton parcours scolaire ou quoi, tu peux être là,
t'es tout à fait légitime d'être là. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, ben déjà lire un livre par mois, c'était quand même assez chaud parce que ça prend quand même du temps. Et puis, deuxièmement, il y a aussi cette question aussi d'accessibilité. Pas tout le monde a forcément accès aux livres. Et puis, effectivement, ça reste quand même dans cette sphère assez élitiste, parce que ben, les lectures féministes, en sachant que c'est beaucoup des lectures académiques, ben, c'est pas non plus donné à tout le monde. En fait, pourquoi est-ce qu'on propose pas différents supports, donc que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts ou quoi que ce soit, mais vraiment que ce soit quelque chose qu'on montre vraiment que c'est accessible à tous. Et du coup, c'est comme ça qu'on a plus justement shifté en club de discussion, parce que ça marchait super bien. Donc on essaie quand même de trouver des moyens pour pouvoir faire venir de plus en plus de gens qui ne sont pas des milieux académiques, parce qu'on veut vraiment que la chose soit ouverte à tous. Après, on se rend bien compte que de parler de féminisme, ça peut déjà en soi être un obstacle. Certaines personnes vont pas forcément se sentir concernées ou légitimes à venir parce qu'elles pensent que quand tu dois être féministe, tu dois déjà avoir des certaines connaissances, ou en tout cas avoir des connaissances assez poussées, alors que c'est pas le cas. Et c'est génial d'avoir des gens qui viennent et qui sont acquis à la cause, mais le but aussi, c'est de pouvoir justement attirer des gens qui ne sont pas encore acquis à la cause ou qui ne connaissent pas encore la problématique, et qu'on puisse vraiment déconstruire en fait ce qu'est le féminisme. Et enfin, quand je dis le déconstruire, c'est du sens le déconstruire aussi de l'image très mainstream que les médias en fait dégagent du féminisme, qui est encore une image qui est encore très péjorative. Nous, on veut justement déjà démontrer qu'il n'existe pas un féminisme mais des féminismes. On traite vraiment de différents sujets. On a autant parlé de la culture du viol, qu'on a parlé des contraceptifs, qu'on a traité du véganisme, qu'on a traité de la prostitution, enfin vraiment différents sujets. Tu as le droit d'être en désaccord avec une personne, mais de le faire savoir de manière justement respectueuse. Souvent dans des discussions, des personnes qui sont pas forcément d'accord entre elles, elles ont toujours tendance à expliquer le pourquoi est-ce qu'elles voient ça comme ça, et ce qui rend la conversation d'autant plus intéressante, parce qu'elles apportent en fait des outils et des points de vue que on n'aurait pas forcément nous pensé, et qui se dire, ah bah effectivement, moi j'avais pas du tout pensé qu'il y avait aussi ce facteur-là à prendre en compte. Le but, c'est pas non plus de se dire, on termine la conversation et on vous a donné une vérité exacte et maintenant tout le monde doit penser comme ça. C'est plus en fait, t'es venu, on a pu en discuter, peut-être qu'en fait justement tu vas rester sur tes positions et voilà, enfin c'est très bien pour toi, ou peut-être ça va justement pouvoir t'apporter en fait aussi de nouveaux outils, t'ouvrir un peu plus les yeux sur cette problématique et différents facteurs que toi t'avais pas pris en compte, parce que quand on n'est pas concerné et qu'on a le privilège de pas pouvoir voir ces facteurs-là, c'est très difficile souvent d'y penser, et c'est souvent on est obligé un peu de te l'amener pour que tu te rendes compte effectivement qu'il y a cette réalité-là aussi. Le féminisme, c'est une déconstruction perpétuelle, donc il n'existe pas une féministe ou un féministe parfait. À chaque fois, tu te rends compte qu'il existe telle ou telle lutte, qu'il y a telle ou telle réalité. C'est à chaque fois de te remettre en question, reconsidérer tes privilèges. Enfin, c'est vraiment ce truc où, en fait, c'est un travail que tu dois faire continuellement, et juste aussi de ne pas se savoir seul. T'es pas seul dans la lutte. C'est très empouvoirant parce que ça te donne encore plus cette énergie de lutter d'autant plus, parce que le militantisme, c'est fatigant. Moi, j'ai été justement aussi victime de ça, où quand en fait tu rentres dans les luttes féministes, en fait t'as une telle rage, enfin, et puis cette rage elle est légitime, vraiment elle est hyper légitime. Tu veux en fait changer le monde directement tout de suite, et tu donnes énormément de ton énergie, mais vraiment beaucoup de ton énergie, en oubliant de te préserver, et en oubliant en fait sans vraiment penser que effectivement tu vas pas pouvoir changer les mentalités tout de suite. Des retours qu'on a eu, beaucoup de gens, c'était ça, c'est vraiment tu vois, l'individuel devient collectif, d'où l'importance en fait de pouvoir avoir aussi des lieux justement de discussion, surtout qu'en plus à Lausanne, il n'y avait pas grand chose qui se faisait. Non, mais à l'époque, quand j'ai vu émerger ça, et je sais plus comment je l'ai vu, mais juste j'ai vu passer ça dans mon fil d'actualité Facebook, et je me disais, mais c'est dingue, j'ai jamais entendu parler de ça en Suisse romande, en tout cas pour l'instant. Et ça a vite pris de l'ampleur. Et je pense aussi, comme tu dis, non seulement le fait que ce soit pas un rapport trop hiérarchique, tu vois, c'est pas on est un club où on invite des expertes pour discuter d'une thématique, mais où juste tout un chacun et une chacune peut venir et parler. Mais tellement tant mieux de sortir
de l'académisme et même dans vocabulaire et de tout en jargon souvent scientifique pour parler des thématiques féministes, je pense que c'est important. Moi, je sais que je galère à faire ça parce que blablabla, les études de sociaux, où pour moi, des termes sont très clairs, mais alors que déjà rien que féminisme, tu vois, c'est entendu de plein de manières différentes et comme tu le disais déjà dans le monde des médias, bah qu'est-ce qu'il y a derrière comme symbolique? Est-ce que c'est justement quelque chose de péjoratif? Est-ce qu'on peut pas dire que dès lors qu'on pense que tout le monde devrait avoir les mêmes droits, bah, c'est être féministe? Effectivement, enfin, ce truc de sortir de l'académisme, mais ça reste quand même très difficile quand dans tes études, tu as appris des termes, tu vois, pour expliquer des phénomènes, parce que je pense que c'est quand même hyper important d'avoir des notions. On donne une réalité en fait à ces phénomènes-là et qu'on peut justement mettre le doigt sur le problème. Pendant les discussions, c'est aussi super difficile, mais quand en fait quelqu'un sort un terme en scientifique pour parler d'un phénomène, là où ce qu'on a tendance à faire, c'est déjà de demander est-ce que tout le monde est au courant de ce que ça veut dire. Par exemple, si on prend patriarcat, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire patriarcat? Et puis s'il y a des gens qui sont pas au clair avec ça, ben on donne une définition assez claire et concise et brève par rapport à ça pour ensuite on continue la discussion, parce que je pense que c'est quand même difficile de se détacher d'un lexique qui est là et qui justement nous permet de mettre le doigt sur certains phénomènes. Qu'on fasse attention à ça, tu vois, parce que ça, je pense que c'est aussi un élément dans les milieux féministes qui est super important de pas prendre pour acquis ce que toi tu as pour acquis, tu vois, de considérer le fait qu'on reste des individus à part entière avec nos manières aussi de voir les choses et aussi notre propre rythme de déconstruction. Se déconstruire, c'est quand même pas un phénomène qui est facile, parce que c'est constamment tu te remets en question, constamment tu repenses un peu à toutes les actions que tu as fait au passé qui n'étaient pas du tout ok. Enfin, c'est constamment être un peu sur le qui-vive parce que tu veux faire bien. C'est aussi se mettre une pression énorme. Exactement. Donc, on va essayer de parler des choses de manière, on va dire, simplifiée tout de même, pour aussi faire comprendre que c'est quand même des phénomènes qui touchent tout le monde, tu vois. C'est des phénomènes qui touchent tout le monde, donc qui devraient concerner tout le monde. Et je pense que le fait aussi qu'il y ait constamment en fait cette scientificisation sans qu'il y ait forcément d'explication derrière, ça met aussi des barrières sur l'intérêt de certaines personnes dans le féminisme, et particulièrement des personnes qui sont les premières concernées et les premières touchées, mais qui n'ont pas accès en fait à tout le lexique en fait féministe, et tout le jargon féministe qui s'est créé. Non, c'est clair, et qui continue de se créer. C'est aussi quelque chose qui demande de se tenir au courant. Et c'est pas forcément facile, cet accès. Je pense que ça tient un peu dans une espèce d'entre-soi, où si t'appartiens en collectif, bah, c'est plus vite facile d'entendre parler d'une certaine thématique, peu importe laquelle. C'est aussi pour ça que la quatrième vague a été créée, parce qu'on fait aussi des collaborations avec différentes autres associations collectives sur des sujets qui, que Georgia et moi ne nous concernent pas directement, parce qu'on n'est pas les premières concernées. Puis on sait que maintenant on a une plateforme pour donner en fait la voix à certaines personnes qu'on entend le moins. Nous on n'est pas concernés, et c'est pas qu'on veut pas en parler, mais c'est juste qu'on veut pas en fait usurper la parole des personnes concernées. De là vient la question du privilège, de qui est le plus entendu. Quand tu sais qu'il y a des personnes concernées qui pourraient en parler beaucoup mieux que toi, ben autant leur proposer de faire une collab et dire bah écoutez, nous on a cette plateforme là. Nous déjà on a cette envie que ces questions-là elles soient traitées, parce qu'on est féministe intersectionnel, du coup on veut vraiment qu'un panel de sujets soit traité. Mais comme on n'est pas directement concerné, ben en fait notre point de vue, à part le fait de peut-être sourcer certaines choses parce qu'on en a entendu, on l'a lu, on a regardé et tout, on peut rien faire de plus. On va pas non plus se mettre à parler à la place des gens. Par exemple, si on prend la thématique une thématique qui est en train d'être discutée beaucoup en ce moment-là, la thématique du voile par exemple, c'est une discussion que j'aimerais bien qu'on fasse à la quatrième vague. Mais tu vois, Georgia et moi, ni elle ni moi on est musulmanes, ni elle et moi on porte le voile, donc on se verrait très très mal venir avec cette thématique-là. Ouais, alors qu'on n'est pas directement concernés, alors que justement les femmes voilées, elles sont là, elles ont leur parole, enfin elles ont la voix pour parler, donc autant leur donner la place pour qu'elles puissent parler de leur expérience, de ce qu'elles vivent, de ce que ça fait d'être une femme et voilée en Suisse, enfin en Occident, des choses comme ça, où nous on a ce privilège de ne pas subir l'islamophobie, donc autant laisser les personnes qui le subissent d'en parler pour qu'elles-mêmes nous disent et nous donnent les outils qu'on peut mettre en place en tant que personnes non concernées pour pouvoir lutter à leur côté. Donc nous, c'est vraiment ce but-là aussi, en fait, pour ce but-là qu'on a créé la quatrième vague. Et ça évite aussi, j'ai l'impression, de présenter les choses comme une espèce de vérité, tu vois, sur un sujet, mais au contraire, de laisser une multitude d'expériences
avoir une place, en fait. Effectivement, surtout que j'ai l'impression quand une personne non concernée, elle parle d'une thématique du coup qui la concerne pas, elle va tendance à essentialiser la chose comme si en fait ça touchait tout le monde de la même façon, tu vois, toutes les personnes concernées de la même façon. C'est pas la même chose d'être une femme voilée claire de peau que d'être une femme voilée noire. Il y a énormément de trucs, des oppressions qui s'imbriquent entre elles qui font que ça va donner de nouvelles réalités. Donc ça c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte. Moi par exemple si je parle de ma condition de femme afrodescendante, je vais pas parler pour toutes les femmes afrodescendantes parce que c'est pas forcément la même réalité. Moi, je suis de classe moyenne, je suis académique. Enfin, c'est pas la même chose que une femme afrodescendante qui elle vient des quartiers populaires. On n'a pas la même réalité. Et clairement, on a justement des éléments qui vont être similaires, des expériences qui vont être similaires de notre condition de femme noire. Mais il y a d'autres facteurs qu'il faut aussi prendre en compte qui fait que notre parcours de vie ne va pas être la même, tu vois. Donc c'est toujours ce truc où l'importance de parler aussi d'un point de vue situé. Je lutte beaucoup parce que j'ai remarqué que, par exemple, quand il y a des gens qui parlent d'afroféminisme, ils ont tendance à énormément essentialiser la chose sans prendre en compte en fait les différents facteurs qui viennent. Parce que si t'es queer, si t'es musulmane, si t'es de classe populaire, si t'es handicapé, c'est une autre réalité, tu vois. Et moi, je peux pas venir et parler pour toutes ces personnes-là alors que j'ai aucune idée des réalités qu'elles vivent. Je peux imaginer que cette réalité, elle est d'autant plus difficile à vivre que la mienne, mais après, moi, parler à leur place, non, en fait. Je trouve que les minorités, particulièrement les minorités raciales, on a tendance à être mises, en fait, tous dans le même sac. On n'est que un. On n'est pas individualisé. Tu vois, les personnes blanches, elles sont individualisées. Un exemple complètement con que je donne souvent quand certaines personnes, enfin, pour un peu imager la chose, quand tu as un attentat qui est commis par une personne blanche, par exemple, tu regardes les tueries qu'il y a eu aux États-Unis, il y a toujours ce truc où on va trouver on va trouver en fait des éléments pour les décrire, on va dire ah mais lui il était, enfin c'était un loup solitaire, il était fou, enfin c'est toujours ce truc où on va essayer d'avoir de l'empathie pour cette personne blanche qui a commis cet acte criminel, rejeté pendant ses années de lycée, il vient se venger. Et du coup on va toujours revenir sur tout son passé. Il a eu un passé difficile et tout, ce que je renie pas, hein, mais le fait que ce soit en fait un schéma qui soit récurrent auprès des personnes blanches qui commettent justement des attentats, et que quand tu regardes que si c'est une personne racisée ou de foi musulmane qui commet là, d'un coup tous les musulmans sont des terroristes, tous les noirs sont si. En fait, si un noir vole, tous les noirs sont des voleurs. Mais si un blanc il vole, non, c'est lui qui a volé. Tu vois, c'est pas toute la communauté blanche, c'est lui qui a volé. Il y a toujours ce processus-là, en fait, il est hyper dangereux. Il ancre en fait les stéréotypes racistes et tout qui existent, parce que en fait tout le monde est mis dans le même panier. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément que dans les luttes féministes et tout, qu'on n'oublie pas aussi que on reste individu, qu'on est des individus et qu'on doit être individualisé aussi, et que notre individualisme amène au collectif nos réalités, parce qu'on partage des éléments similaires, des points communs, ne veut pas dire qu'on a la même réalité. Mais c'est des réalités justement qui doivent être prises en compte, tu vois, dans leur singularité. Mais même à la grève, tu vois, qu'il y a eu le 14 juin, alors je veux dire, on militait tous pour la même chose, a priori, mais t'en sais rien de ce que la personne à côté de toi a vécu, de quel type de lutte la touche plus spécifiquement, alors que peut-être pour quelqu'un, ce sera les violences subies, alors qu'il y a quelqu'un qui va être là plus pour les conditions salariales. On a des sensibilités totalement différentes, et clairement, on va être beaucoup plus investi dans des luttes plus que dans d'autres, mais tout en sachant quand même que l'investissement qu'on donne, même si on sait que souvent, comme je disais, ça part toujours du personnel, il n'est pas non plus jeté en l'air, parce que c'est pour pouvoir améliorer aussi le vécu de d'autres personnes qui vivent dans des conditions qui sont similaires. La quatrième vague, c'est aussi ça, c'est vraiment quand les gens y parlent, les gens ont toujours tendance à préciser que c'est leur avis à eux. Et puis je pense que c'est important aussi que des personnes peut-être moins habituées à être dans des cercles féministes ou autres puissent avoir un avis, quand bien même il est différent ou il peut être heurtant. Mais c'est aussi parfois là où il y a des frictions et des tensions que les choses peuvent évoluer. Effectivement. Si tout le monde était d'accord, mine de rien, bah... Bon, alors, pour moi, franchement, tant mieux si tout le monde était féministe. On n'avait plus besoin d'aller dans la rue. Mais en même temps, je pense qu'il y a cette nécessité d'amener des connaissances féministes et des valeurs propres à l'égalité, à l'inclusivité, à laisser
choix multiples, en fait. Juste pas qu'il y ait une image neutre de ce à quoi on est censé ressembler, quelle que soit notre orientation sexuelle ou autre, ou expression de genre, j'en sais rien, tu vois. Non, clairement. Et puis, comme tu dis, de dire que les personnes qui sont pas forcément hyper investies ou qui puissent aussi s'exprimer. Et puis, tu dis, ça peut heurter des gens. Mais je pense qu'on est obligé d'être heurté aussi pour des fois se rendre compte des différentes réalités. Je pense qu'à un moment donné, on est obligé, pour qu'il y ait vraiment un déclic, il faut qu'on arrête de caresser les gens dans le sens du poil, parce que d'être trop gentil avec eux, en fait, ça va pas forcément les faire sortir de leur cocon, ça va même souvent garantir, en fait, leur position. Et à un moment donné, il y a des fois, on est obligé d'aller hyper fort et d'être un peu plus brusque et de leur faire réaliser qu'en fait, non, là, ils vivent une situation qui, eux, justement, ils ont ce privilège-là. Et le truc, c'est que si quelqu'un a un privilège dans une situation, c'est qu'au bout du fil, enfin au bout du tunnel, quelqu'un ne l'a pas. Le privilège, il a été pris à quelqu'un. Enfin, moi, c'est toujours quelque chose que j'essaye d'expliquer aux gens. On veut pas dire que quand t'es privilégié, que ta vie, elle est genre easy peasy, lemon squeezy. Enfin, c'est pas le truc où ta vie, elle est parfaite. Je pense, à part pour le prince Harry et le prince Charles, qui sont des hommes blancs, cis, hétéros, chrétiens et riches, qui, eux, littéralement, je pense que ils cochent toutes les cases de ce que la société elle veut. Je veux pas dire qu'ils n'ont pas une vie, qu'ils n'ont pas eu une vie difficile. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que les problèmes que lui, il va faire face, ils vont pas être liés à sa race, à son genre, à son orientation sexuelle et puis à sa position sociale, tu vois. Le privilège, c'est le fait de ne pas voir certaines réalités, de ne pas avoir à subir des oppressions. Ça, c'est un privilège. Le fait que, par exemple, moi, je suis une personne, justement, je veux dire, j'ai pas d'handicap, c'est un privilège. Parce que, et c'est avant qu'on m'en parle, avant que je regarde des reportages qui montraient comment est-ce qu'en fait, on vit dans une société où toute la société, elle est construite pour des personnes qui sont en fait en situation de non-handicap. Avant ça, je le voyais pas. Et ça, c'est un privilège, tu vois. Je pouvais pas me rendre compte, justement, que pour les personnes en situation de handicap, ça pouvait être hyper galère pour eux de pouvoir, en fait, rien que d'aller faire leurs courses ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'aménagements qui sont vraiment faits pour eux. Je pense que les débats sur les privilèges, on en a assez eu, mais que les gens, maintenant, il faut qu'ils se rendent ça dans la tête. Quand on dit des personnes qu'elles ont des privilèges ou qu'elle est privilégiée dans tel ou tel aspect, on n'est pas en train de renier tout son vécu, toute son expérience de vie ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de dire que non, en fait, tout ce que tu as vécu, en fait, c'est rien parce que tu as ce privilège-là. On est tout simplement en train de te dire, ton expérience, elle est totalement valide, mais toi, comme tu n'as pas à subir, par exemple, le racisme, tu es privilégié par ça, parce que ta couleur de peau, c'est pas quelque chose qui va toujours venir en tant qu'obstacle. Tu vas pas toujours devoir penser à mais est-ce que j'ai pas été pris pour ce job, ou est-ce que j'ai pas eu cet appartement à cause de ma couleur de peau. Tu vas pas te faire suivre forcément dans les magasins. Je pense que pour faire réaliser aux gens justement ça, il y a des moments où t'es obligé de les brusquer. J'ai lu je pense il y a 2 ans maintenant, un article en fait dans un journal français d'un mec qui racontait le moment où il s'est rendu compte de son privilège blanc. Un peu pour se faire de la thune, il allait dealer. Et il comprenait pas pourquoi à chaque fois ses potes maghrébins ou noirs lui demandaient s'ils pouvaient dealer leur matos. Puis ses potes disaient mais non, parce que toi, en fait, t'es sûr de pas te faire contrôler, tu vas pas paraître suspect, enfin, toutes ces choses comme ça. Au début, ils pensaient que c'était un peu du bullshit et tout. Ils avaient juste la flemme d'aller faire leur vente. Et un jour, il était avec un de ses potes. Son pote, lui, il était noir et tout. Ils étaient dans un parc. Il y a 2 policiers qui arrivent et tout, et qui font contrôle de faciès. Mais ils font contrôle de faciès seulement à son pote noir. Le mec, donc blanc, il avait sur lui justement des trucs qu'il devait aller vendre après. Et lui, en fait, on l'a pas contrôlé. Puis en fait, son pote, lui, s'est laissé contrôler parce que c'est tellement en fait devenu, tu vois, la routine, la norme pour lui. Il avait rien à se reprocher. Il est français, il est de papier français, tout est en règle, ok, tranquille. Il s'est quand même fait fouiller et tout. Et en fait, donc t'avais le mec blanc qui était là, qui regardait, qui voyait la scène se passer, alors que lui, il avait il avait en fait tout le shit sur lui. Techniquement, lui avait tout ce qu'il y avait d'illégal, mais sans qu'il n'ait aucune conséquence policière. Exactement. Il disait dans l'article, il était tellement en rage de se dire qu'il a limite hésité à hurler aux policiers, leur dire mais fouillez-moi en fait, fouillez-moi, parce que si vous saviez tout ce que j'avais sur moi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de ce privilège-là, qu'il a compris de quoi ses potes parlaient quand ils donnaient en fait leur matos et qu'ils disaient mais vends ça pour moi, parce que toi tu vas pas avoir de soucis. Et c'est là qu'il s'est rendu compte de ce que c'était le privilège blanc. Le privilège blanc, c'est le fait de pouvoir te promener avec des substances illégales, mais comme t'es blanc et que tu vis dans une société blanche, la police, elle va
même pas se douter que toi, tu pourrais faire des choses comme ça, tu vois. Donc, il a vu ça, il était tellement en rage, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment décidé de militer de ouf, parce qu'il était un peu là, mais en fait, c'est pas du tout ok, lui, il avait toutes les substances les plus illégales au monde, il s'est pas fait fouiller, et il a réussi, en fait, à passer dans les mailles du filet. Il disait, mais je sais que j'ai réussi à passer dans les mailles du filet, parce que je suis blanc, j'ai pas paru suspect ou quoi que ce soit, et du coup, j'ai pu passer tranquille comme ça, et vraiment, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de ce que c'était pour lui d'être un homme blanc en France. Et le pourquoi du comment, en fait, effectivement, pour lui, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller dealer du shit que ça va être pour son pote rebeu ou pour son pote renois, tu vois. Lui, en tant que blanc, bah, en fait, il a ce privilège-là de savoir que sa couleur de peau n'est pas un obstacle. En fait. Et avant, il s'en rendait pas compte. Quelques fois, on lui a un peu ramené à sa blanchité. Il pensait qu'en fait, les gens, limite, c'était du racisme inversé, limite, ils faisaient ça pour le faire chier et tout, sans se rendre compte que non, il y a une réalité derrière, en fait. Il y a une réalité où effectivement tu vis dans une société qui a été conçue pour toi et justement qui te met sur un piédestal qui fait qu'il y a énormément de choses avec lesquelles que tu peux passer sans souci. C'est un événement qui a dû lui faire violence de voir son pote noir se faire fouiller comme ça. Juste parce qu'il est noir, parce que vraiment ils étaient dans un parc tranquille, juste parce qu'il est noir, il s'est fait fouiller, ça fait violence dans sa blanchité et c'est là qu'il s'est remis en question. C'est clair. Ça me fait rire parce que ce podcast, une des questions principales tourne autour des déclics militants. Et là, tu m'as parlé d'un déclic militant de cette personne. Et je me demande quels ont été, toi, tes déclics. Les premières choses qui ont fait que tu t'es intéressée au féminisme. Parce que là, en parlant de la 4e vague, ça avait déjà l'air clair dans ton esprit, la nécessité d'en parler et de créer un espace, en fait, pour parler des différentes luttes que ça peut contenir, que ça touche, tu disais... autant le véganisme que des sexualités ou autres, ou non-sexualités d'ailleurs. Mais pour toi, ça a été quoi les déclics ? Alors, j'ai eu en fait 2 déclics. Quand j'ai commencé l'université, je me suis intéressée en fait au féminisme, mais en fait c'était un féminisme qui était quand même très blanc. Il faut savoir que moi, j'ai vécu dans un environnement qui était aussi très très blanc, donc c'était un féminisme qui était quand même très blanc, très universaliste, des choses comme ça. Quand tu dis universaliste, c'est qui prend l'expérience de femme blanche, riche, aisée, etc. Ouais. comme en point neutre. Ouais, voilà. La définition qu'on a encore aujourd'hui du féminisme, il reste encore très blanc, bourgeois, hétérocentré, cis-normé, où tu vois, ça traite de sujets qui sont totalement légitimes, mais qui vont pas prendre en compte justement les intersections d'autres oppressions. Le deuxième déclic qui est en fait venu, je voyais de plus en plus en fait de femmes afrodescendantes en fait qui parlaient, qui étaient revenues au naturel, donc aux cheveux naturels, et qui parlaient justement de ce que ça leur avait fait d'être revenues aux cheveux naturels, comment elles avaient pu se retrouver, reconnecter avec leur africanité, leur afrodescendance, les choses comme ça. Puis au début, je me rappelle que j'étais un peu là, mais en fait, de quoi est-ce qu'elle parle ? En fait, c'est des cheveux. Enfin, c'est un peu du bullshit de dire que tu as retrouvé l'essence de toi-même alors que tu as juste décidé d'arrêter de défriser tes cheveux ou de je ne sais quoi et de revenir au naturel et d'assumer tes cheveux naturels. Et en fait, au moment où moi, j'ai décidé de revenir aux cheveux naturels, c'est tout un processus, en fait. C'est là que je me suis rendu compte que pendant très longtemps, les seuls standards de beauté qu'on avait, c'était des standards de beauté qui ne nous considéraient pas. Ça restait des standards de beauté où il faut être blanche, blonde, grande, les cheveux fins qui volent au vent, le nez fin, enfin, un peu tous ces éléments-là. Et le fait d'avoir des cheveux bouclés, frisés, crépus, qui n'étaient pas considérés comme la norme et comme beaux pendant très longtemps, tous les processus qu'on avait essayé de trouver pour essayer de justement coller à ces standards-là, genre le défrisage. Donc le défrisage, c'est le fait d'altérer la nature de ses cheveux avec un produit hyper chimique qui est super super dangereux qu'on met sur nos cheveux puis ça fait un lissage permanent en fait. C'est pas rien de revenir au naturel et de s'assumer tel qu'on est, parce qu'en fait c'est tout simplement dire un gros fuck à la société actuelle qui nous a toujours en fait placardé des standards de beauté qui étaient inatteignables pour nous en tant que femmes afrodescendantes. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai découvert l'afroféminisme et du coup découvert l'intersectionnalité et que j'ai compris qu'en fait, moi, j'étais dans une situation où j'étais à l'intersection de plusieurs oppressions à la fois, tu vois. Le fait d'être femme et le fait d'être noire. Et que ces oppressions-là, elles sont pas dissociables, mais elles fonctionnent simultanément. Il n'y a pas moyen de pouvoir séparer tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment ce déclic intersectionnel
du féminisme et justement de ma condition de femme noire en Occident et plus particulièrement en Suisse et de ce que en fait ça impliquait. Depuis, je me suis d'autant plus intéressée à l'intersectionnalité en général, où j'essaie de m'intéresser aussi à différentes oppressions qui existaient. Pour moi, en fait, tout féminisme doit être en fait intersectionnel. Et de là est venu donc c'est vraiment le déclic que je me rappelle le plus parce que comme j'ai vécu dans un univers qui était très 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 blanc pendant très longtemps, en fait, du coup, il y a énormément de choses qui me sont revenues à la gueule, un peu des moyens que j'essayais de trouver pour me fondre dans la masse, tu vois. Parce que je savais que ma couleur de peau, de toute façon, j'allais rester noire, donc ça, c'est un truc que je pouvais pas non plus supprimer. Mais essayer de trouver d'autres manières pour essayer de me fondre dans la masse, pour pas être vue ou considérée comme tous les autres noirs. Pour rester individu, en fait, comme tu disais avant. Je pense qu'à ce moment-là, c'était pas forcément pour rester individu, mais c'était surtout pour montrer que je suis pas comme les autres. Noir, tu vois, parce qu'il y avait tellement, enfin, il y a tellement des gros stéréotypes super racistes envers les noirs qu'en fait, je voulais m'en détacher. En fait, je vais essayer de paraître la plus blanche possible. Je peux pas le faire avec ma couleur de peau parce que de toute façon, ma couleur de peau, elle va rester et elle compte rester jusqu'à la fin de ma vie. Mais je peux essayer de trouver d'autres manières de me blanchiser, si on peut dire comme ça. Ou par exemple, tu vas essayer la façon de parler, la musique que tu écoutes, les gens avec qui tu traînes, les lieux que tu fréquentes. Pendant très longtemps, c'était ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte en fait de tout ça et du coup de la violence que je m'étais infligée, parce que c'est une énorme violence de renier en fait une partie de toi pour essayer de te fondre dans une masse. Mais en même temps, je peux pas forcément m'en vouloir parce que c'est la société qui m'a aussi forcé à le faire. Mais bien sûr, parce qu'il y avait des violences extérieures, en fait, où on te faisait comprendre que ta beauté ne pouvait pas correspondre aux standards blancs normés. Ouais, c'est ça. Et justement, quand tu te rends compte de tout ça et de toute cette violence-là que tu t'es infligée aussi, j'aime pas trop dire que je me suis infligée dans le sens, je me suis pas infligée volontairement. Ça m'a été infligé par la société qui m'a en fait formaté à penser comme ça pour que moi-même je me l'inflige, tu vois. Donc de processer tout ça, en fait, ça a été tellement violent qu'en fait, peut-être tu te rends compte que tu as énormément de choses à te déconstruire et c'est pour ça qu'à un moment donné, je disais qu'il faut laisser le temps aux gens de se déconstruire parce que c'est d'une telle violence. Et digérer aussi. Ouais, vraiment digérer en fait la violence que tu t'es infligée et refaire la paix avec toi-même. Moi, l'afroféminisme, ça m'a permis justement de renouer avec mon africanité. Je vais non plus pas estomper un élément qui fait partie de moi juste pour répondre à des critères sociétaux qui sont tellement loin de moi et tellement inatteignables. C'est complètement absurde en fait de le faire. Et ouais, ça a vraiment été un moment très très fort. Et quand j'allais discuter avec d'autres personnes afrodescendantes et tout, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et que le problème c'était pas moi. Effectivement, c'était bien la société parce que on avait toujours des récits qui étaient assez similaires. Et c'était toujours un peu, on s'était infligé des violences assez similaires. On n'était pas le problème, la société l'était. Ça, c'est clair, et je pense qu'on a encore beaucoup de luttes à mener pour ça, mais du coup, j'ai l'impression que pour toi, ces luttes, elles se matérialisent de plein d'engagements différents. Je sais que y a la 4e vague, que tu fais aussi partie du collectif pour la grève féministe VO, et encore le comité des... L'association des étudiants et étudiantes afrodescendants des universités de Suisse romande, ouais. Okay. L'AEA. C'est important pour toi de faire partie de ces collectifs de lutte, non seulement organisationnels, enfin, tu vois, pas seulement d'aller dans la rue, mais aussi de faire partie d'organisations qui thématisent ces luttes. Clairement, pour moi, c'est super important parce que je pense que de pouvoir aussi apporter ma pierre à l'édifice, d'intégrer des entités qui te permettent en fait d'apporter même le plus minime des changements, mais de pouvoir comme le faire. Plus on est à réfléchir sur certaines thématiques et à parler, plus on peut se donner des outils et mieux on peut essayer justement de pouvoir démanteler tous ces schémas sociétaux qui sont si bien ancrés. Enfin, je pense qu'un des bons moyens pour le faire justement, c'est de pouvoir être dans des milieux, que ce soit dans la vie universitaire, que ce soit dans la vie sociale, enfin toutes ces choses-là où en fait on peut amener ces petits changements-là dans l'espoir que ces changements se propagent. Quand même quelque chose qui est super important, c'est aussi de savoir être indulgente avec soi-même et savoir quand même parfois se reposer aussi.
parce que c'est très très fatigant d'être constamment sur tous les fronts. En tant que militant, si on s'épuise trop, à un moment donné, on n'a juste plus d'énergie pour lutter et il faut aussi que je me préserve. En tant que militante, c'est aussi important de se préserver. Non, c'est clair. Et puis, c'est quelque chose qui est souvent revenu avec les différentes personnes que j'ai pu interviewer et qui ont été actives dans la grève. En particulier cette année, là, 2019, grève qu'il y a eu en Suisse. C'est juste que c'était une organisation de dingue sur plus d'une année qui a résulté en une magnifique mobilisation, mais qui a été aussi super énergivore pour plein de personnes, en fait. La place que ça a pris dans la vie des militantes et militants, elle était énorme. Et après, il y a aussi le fait que ça continue, la lutte. Comment tu vis ça, toi? Début de cette année, enfin, toute la préparation de la grève et tout, ça a tellement pris en fait de mon temps et de mon énergie. Pendant ces vacances-là, les vacances d'été, les 2 mois de vacances d'été qu'on a eu, je me suis en fait octroyé ce que j'appelle une pause militante. Enfin, j'étais à un stade d'épuisement tellement haut que même des membres de ma famille et que des potes proches s'inquiétaient pour moi. S'inquiétaient du fait que j'aille jusqu'au burn-out, tellement j'étais crevée. T'as la vie associative, t'as la préparation de la grève, mais t'as aussi t'as quand même envie d'avoir continué ta vie sociale. Après, t'as les cours à côté. Enfin, ça faisait énormément de choses. Et je me suis dit, en fait, cet été, il faut absolument que je me repose. Et j'ai vraiment fait une pause militante de 2 mois bien méritée. En fait, le militantisme, c'est fatigant. Surtout que c'est quand même des choses que je fais gratuitement, tu vois. Donc, c'est quand même du travail gratuit que je donne, que j'offre. Et au bout d'un moment, en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai le droit de pouvoir dire, à un moment donné, là, je décide de faire stop pendant un certain temps. Et me préserver, ouais, parce que je voyais que j'arrivais vraiment à un stade où j'étais j'étais épuisée, vraiment, j'étais épuisée, j'étais drainée. C'est difficile de dire non sur certains projets qui, toi, t'intéressent et te concernent et tout, mais il y a des moments où je suis un peu là, écoutez, là, j'ai appris en fait à dire non et à dire, écoutez, là, en ce moment, ça va pas le faire parce que j'ai juste pas le temps. J'ai pas le temps et j'ai pas les ressources énergétiques nécessaires pour le faire. J'ai vraiment découvert l'importance en fait de se préserver, du self-care, surtout quand t'es militant. Et en fait, de se rendre compte qu'en fait, c'est un taf, quoi. C'est un taf que tu fais à 100%, en plus t'es pas rémunéré. Et qui touche à des thématiques hyper Ouais, personnelles et intimes aussi. Donc, c'est il ça. y a l'énergie en termes de temps, en termes de, comme tu dis, de travail non rémunéré, mais il y a aussi le coût en émotion, quand même, assez conséquent. Enfin, en tout cas, pour ma part, Ouais, non, bien sûr. franchement, il y a des périodes où j'ai juste envie de rien lire, pas consulter des comptes militants sur Instagram ou quoi, parce que je suis trop fâchée. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que ça peut te drainer assez violemment. T'as la charge émotionnelle, t'as après aussi le fait aussi de toujours courir à gauche, à droite, d'être rarement à la maison. En plus de ça, t'as les cours. Ouais, En ouais, plus de non, ça, mais t'as c'est énorme. l'organisation. Enfin, ça devenait vraiment trop. C'était limite tous les jours, j'avais quelque chose. Mais j'essaie de prendre maintenant plus de temps pour moi et de vraiment me reposer en fait et de profiter justement des moments. Où je peux me reposer. Même si c'est toujours très difficile, hein, parce que je continue quand même à militer sur les réseaux et tout. En fait, c'est ça, c'est que ça colonise partout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le militantisme, il est partout. Il peut être autant dans une discussion hyper anodine avec des potes ouais. que, je sais pas, en se baladant dans la rue, en voyant une publicité sexiste, raciste, j'en sais rien quoi. Et après, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Et surtout que quand tu mets les lunettes de militants et militantes, en fait, tu peux plus les enlever. J'ai tellement maintenant l'habitude d'être un peu dans cette bulle avec ces gens justement assez militants et dans des cercles assez militants, qu'en fait, quand je sors de cette bulle, en fait, c'est tellement violent pour moi qu'en fait, j'ai tendance à retourner là-dedans parce que t'as l'impression, quand t'es dans cette bulle justement militante, t'as l'impression qu'en fait, tout le monde est beau, tout le monde est joli, on va sur la bonne direction. Et en fait, quand t'entends certaines personnes parler, t'es là, ah ouais, on a encore tellement de taf à faire. Donc, et très honnêtement, je crois que je préfère rester en fait des fois dans mes cercles d'amis où je sais que on est quand même beaucoup plus bienveillants entre nous. On essaie quand même de faire attention aussi aux mots qu'on utilise, des choses comme ça. Bon, maintenant ça commence à devenir un peu un automatisme, tu vois. On le fait tellement qu'au bout d'un moment, enfin, c'est rentré dans nos façons de nous comporter, d'agir. Je sais aussi que tu es très intéressée par le journalisme. Et avant, tu parlais du fait de s'insérer dans... Enfin, que c'était important que des personnes militantes s'insèrent aussi dans des institutions.
que ça peut être un moyen de changement. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Ça fait depuis l'âge de 14 ans en fait que je suis intéressée par les médias en fait et que je sais que j'aimerais devenir journaliste. Moi j'ai un rapport très ambigu on va dire avec le journalisme. J'ai une sorte un peu de haine et d'amour en même temps des médias. La haine elle vient surtout du sens où la manière dont les médias en fait relayent certaines informations permis de pouvoir ancrer des stéréotypes. Chaque encore aujourd'hui quand je dis que j'aimerais devenir journaliste, les gens ils sont un peu là. Il n'y a pas une super bonne il y a pas une réputation en fait des journalistes. Ils n'ont pas une super bonne réputation. D'où vient aussi ma haine parce que je trouve qu'ils ont renforcé des stéréotypes qui n'avaient pas lieu d'être. Mais d'un autre côté, c'est quand même un bon vecteur pour faire justement propager des messages, tenir les gens au courant de ce qui se passe. La nécessité, en fait, si on veut voir du changement dans ce domaine-là, c'est de directement intégrer la matrice, tu vois, pour pouvoir permettre le changement. Donc il y a vraiment ce truc où si on veut amener le changement, directement intégrer ces milieux-là et forcer le changement dans ces milieux-là. Et il y a plein de moyens de forcer le changement, hein, de pas forcément suivre les règles journalistiques qui ont été imposées, parce que enfin tout est objectif quoi. Donc de créer de nouvelles règles, De pas forcément respecter cette espèce de pseudo-neutralité. oui, je veux bien que le journaliste ou la journaliste, elles doivent en fait rapporter des faits divers, des événements, des dires et des trucs comme ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, sur certaines thématiques, surtout actuellement où le militantisme est devenu super fort, à un moment donné, il y a une obligation de se positionner. Quand on sait l'impact qu'ont les médias sur la société, et c'est quand même, les médias, c'est quand même le vecteur entre le gouvernement et la société. Enfin, donc, je veux dire, ils ont quand même une place hyper importante, ils sont quand même là tamponnés au milieu. On peut pas dire qu'ils sont neutres quand tu sais qu'en fait, derrière, ils sont quand même aussi financés par le gouvernement et que du coup, ils essaient quand même de faire en sorte d'aller, enfin, dans le sens du gouvernement. Puis quand c'est pas la neutralité, c'est aussi le poids des mots. Je sais que, par exemple, des cadrés qui devient un institut de recherche et de formation et qui fait des cours à des journalistes pour qu'il y ait un traitement des violences sexistes qui soit fait de manière juste, en fait, pour que, par exemple, un féminicide ne soit pas qualifié de meurtre passionnel ou blablabla, l'amour l'a tué, enfin... Voilà. Juste, faut utiliser les bons mots. Et puis, je pense que c'est important aussi pour arrêter de faire croire que l'amour peut être une justification pour tuer quelqu'un, quoi. Et puis on ne tue pas par amour. Qui tue, enfin, qui, pourquoi tuer par amour? Enfin, ce genre C'est par possessivité, ça n'a ouais, rien à voir. c'est hyper, en fait, c'est hyper toxique, nocif. On vit dans une société tellement patriarcale et tellement androcentrée qu'en fait, cette personne, elle a été socialisée pour penser qu'en fait, elle pouvait justement retirer la vie d'une femme parce que cette femme a touché à sa masculinité ou je ne sais quoi. Donc non, de parler de crime passionnel, enfin le nombre de fois que j'ai vu crime passionnel, c'est pas un crime passionnel. Moi je suis désolée. Un crime, c'est un crime. Si tu commets un meurtre, t'étais pas amoureux de la personne. Si t'es vraiment amoureux de la personne, en fait, tu ferais en sorte d'avoir que cette personne justement elle soit bien, de se mettre à tuer cette personne-là, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est de la haine pure et dure. C'est clair. Et ça me fait penser à quelque chose dont on avait discuté la toute première fois où on s'est parlé, en fait, vu qu'on ne se connaissait pas du tout avant que je te propose cette interview. C'était juste après la mobilisation du 25 novembre, donc qui concernait les violences sexistes faites aux femmes et autres minorités oppressées. Et ce dont on vient de parler me fait penser aussi à ce que tu évoquais avec le racisme policier et où tu m'avais expliqué au téléphone avoir entendu parler d'une histoire où en fait il y a eu des interpellations dans la nuit du 24 au 25. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il en était? Il y a eu ces actions, donc c'était des actions collage, comme ils se font en France. En fait, en France, les féminicides, c'est tous les 2 jours qu'une femme, elle meurt sous le coup de son conjoint ou son ex-conjoint et que le gouvernement ne fait toujours rien. Je crois en ce moment, on en est à plus de 140 mortes. L'action en fait de désobéissance civile. Donc c'est beaucoup de femmes
Astérix, hein, qui pendant la nuit, elles vont en fait coller donc des slogans dans l'espace public en fait pour dénoncer ces violences-là. À Lausanne, il y a eu cette action qui a été faite. Ce qui est assez choquant, en tout cas des témoignages que j'ai entendus, mais que j'ai aussi lus, que ce soit des Suisses ou que ce soit des Françaises, c'est de voir que les policiers sont beaucoup plus réactifs à des jeunes féministes qui veulent dénoncer justement des violences et qu'à en fait répondre justement à ces violences-là, parce que quand on entend par exemple t'as telle femme qui est décédée, qu'en fait c'était pas là, elle s'était déjà plainte, elle était déjà allée porter plainte et tout. Je trouve que ce qui est hyper violent, c'est que on est arrivé à un stade où pour qu'on puisse être écouté et entendu, la désobéissance civile, je pense que c'est un des seuls moyens de pouvoir vraiment, vraiment mener à quelque chose. Parce que ben, ça fait parler. En France, il y a eu tellement de ça que maintenant, tout le monde en parle. Les journaux ont commencé à en parler et tout. Les vrais termes commencent à être utilisés dans les médias. Donc, ces actions-là, elles sont pas anodines et puis elles sont hyper pertinentes parce que ben, c'est le seul moyen maintenant qu'on a pour vraiment se faire écouter. En sachant qu'en Suisse, c'est quand même tous les 14-15 jours, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a déjà eu 2 cas. Il y a eu une tentative de féminicide et il y a eu un féminicide dans le canton du Jura. Et t'es un peu là, mais en fait, et du coup, il faut quoi ailleurs. C'est pas que ailleurs. C'est pas que ailleurs. Et puis en plus, autre anecdote, le lendemain justement de ces actions-là, j'ai une pote qui vient m'écrire en me disant qu'elle vient d'être témoin en fait d'une scène hyper violente d'une meuf qui est en train de se faire poursuivre par son, je sais pas, un compagnon, je sais pas si c'était son compagnon ou son ex. Et du coup, ma pote, elle lui dit, ben, comme elle habitait dans le meuble pas loin, elle dit, ben, elle a pris la meuf avec. Puis, c'était les deux, elles essayaient d'empêcher le mec de rentrer parce qu'il avait mis son pied et tout. Et la meuf, elle avait déjà appelé la première fois la police. La police, elle a pas répondu. Et ma pote, elle a dû appeler à 3 fois la police pour que la police, elle se bouge, tu vois. Et t'es un peu là, waouh, il y a eu ces actions-là hier, et en plus, je sais que certains groupes, ils se sont fait genre, limite, remettre en place, en guillemets, assez violemment par certains policiers. On va arriver un peu aux questions de la fin, si jamais. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation, soit en sujet, soit une œuvre, quelque chose féministe qui te marque ces temps? Niveau podcast, je conseille. J'ai plusieurs podcasts à conseiller, mais là, je vais en conseiller. Alors, j'en conseille un. J'en conseille un que j'ai découvert tout récemment qui s'appelle Semblant de rien. Semblant, donc sans S-A-N-S, blanc B-L-A-N-C, de rien. Hein. Qui, en fait, c'est une série documentaire qui relate c'est une série documentaire. En fait, c'est l'histoire d'une femme blanche belge qui découvre en fait ses privilèges et sa blanchité. Et c'est sous forme de série documentaire qui est hyper intéressante. Et c'est super, super intéressant parce qu'il y a aussi des interventions d'experts, entre guillemets, en gros, c'est des sociologues, qui expliquent, en fait, qui expliquent certains termes et certains phénomènes, et de manière très vulgarisée, donc c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Il y a Kif Taras, qui est d'une production de Binge Audio, qui est incroyable, vraiment incroyable. Il y a Camille, qui est trop bien. En fait, Camille, c'est un podcast aussi, une production de Binge Audio, qui est, en fait, Camille, c'est une femme blanche lesbienne qui décide, en fait, de questionner, en fait, en gros, les questions, justement, LGBT, mais en questionnant les personnes hétérosexuelles, pour que les personnes hétérosexuelles se déconstruisent elles-mêmes, et comment est-ce qu'en fait, on vit dans une société qui est hétéronormée, tu vois, donc qui péjore les personnes qui rentrent pas dans cette hétéronormativité. Et je proposais encore 2 autres parce que sinon après j'en aurais trop à proposer. À la base, je t'ai dit une recommandation. Putain, j'avoue. Mais en fait, il y en a un autre, celui-là il est en anglais, qui s'appelle Vocal Bar A, qui en fait est un podcast qui est fait par 2 femmes racisées qui vivent à Bruxelles. Une, elle est afro-française, l'autre, elle est arabo-autrichienne, qui parle justement de leur
conditions et leur position en tant que femmes racisées à Bruxelles, donc dans des milieux qui sont très blancs, qui sont super intéressants. Et puis, le dernier que je vais proposer, c'est le Putain de podcast, qui est en fait un podcast qui est conçu par une ex-travailleuse du sexe qui invite d'autres travailleuses du sexe pour parler justement du travail du sexe et des choses comme ça. Et je le trouve super bien fait parce que c'est directement des personnes concernées qui ont la parole. Donc voilà, ça c'était toutes mes recommandations. Il faudrait une deuxième vie pour écouter tout ça. Comment tu fais, mon Dieu? Militer dans autant d'assos et écouter autant de podcasts. Tu m'étonnes qu'après t'es fatiguée. Moi, comme je suis tellement beaucoup dans les trains aussi, donc en fait j'ai le temps d'écouter, tu vois. Dans les trains, je prends le temps d'écouter. J'espère en tout cas que tu prends toujours le temps de te reposer un peu. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion et toutes ces recommandations. Je me réjouis d'écouter ça. Merci à toi. Tu m'as tuée là. Je m'attendais tellement pas. Putain, attendez, mon part. Merci à toi d'avoir écouté Décharge et à Ruth pour la confiance. Si tu as aimé l'épisode ou que tu as une quelconque remarque, n'hésite pas à me le faire savoir en commentant. Et puis, comme d'habitude, pour me soutenir, partage ou laisse des étoiles sur ton appli de podcast préféré. Cet épisode est diffusé en collaboration avec Décadré. N'hésitez pas à aller sur leur site décadré.com pour découvrir leur travail pour plus d'égalité dans les médias, la publicité et dans la langue en général. Et puis d'ici au prochain épisode, vous pouvez retrouver Décharge sur Facebook, YouTube et Instagram, Décharge-doc. Encore merci, à bientôt!